En attendant de discuter de tout ça après, lors de la table ronde, on va passer à l'orateur suivant, le professeur Adrien Rosé, qui va nous parler de décubitus ventral. Bien, donc moi je voulais vous parler de ça parce que dans la région, on est souvent sollicité pour discuter d'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante sévère, par exemple parce qu'on gère les patients à qui on met des ECMO, et donc souvent ils discutaient, ah, je l'ai mis en DV, mais on a arrêté, on n'a pas continué, on n'a fait qu'une séance. Et donc je voulais remettre un peu tout le monde, voilà, en 10 minutes, remontrer un peu les fondamentaux du cubitus ventral et qu'est-ce que ça veut dire, il a répondu, pas répondu, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je ne l'ai pas fait, à qui je ne le fais pas. Et donc on parle en physiopathologie de choses très simples. Tout est une question de pression imposée, surimposée, donc ce qu'on a ici, avec un gradient qui est entre la face antérieure et la face postérieure du thorax, la vertèbre ici. Et donc il y a des ventilations qui sont possibles et plus faciles en haut qu'en bas du fait de la gravité, parce que le poumon dans ce cas-là est une éponge, c'est un poumon qui a pris du poids et donc qui va imposer des pressions. Soit il y a du liquide dans les alvéoles, elles sont consolidées, soit au contraire elles vont appuyer sur leurs alvéoles voisines et les collaber. Et donc c'est sur ce rapport ventilation-perfusion qui est soit normal ou faible qu'on va pouvoir jouer avec le positionnement du patient. Donc ça c'est le premier effet, et donc on va améliorer les rapports ventilation-perfusion, et ça va jouer sur l'hématose. Mais il y a un deuxième effet qui est très important, qui est le fait qu'on va diminuer les contraintes. Donc les contraintes, elles peuvent être sur, donc là on a un poumon animal, donc il y a de la surdistension dans les zones antérieures quand on ventile. Ici, il y a des zones collabées. Et puis la zone de contrainte, j'aime bien toujours insister là-dessus, qui est que quand on a une zone qui est fermée, même si la pression dans ces alvéoles ici est normale, le fait d'avoir une partie qui se collabe à côté, ça va étirer la partie ventilée. Donc ça crée de la contrainte. Donc ça, c'est le modèle de Mead qui avait montré ça dans les années 70, enfin 1970, dans le Journal of Applied Physiology avec des préservatifs. Il montrait qu'on pouvait atteindre des grosses pressions transpulmonaires en n'ayant pas de pression dans les alvéoles, dans les préservatifs qui étaient élevés, mais le fait d'en boucher certains, ça étirait, donc ça crée des contraintes importantes. Donc on va jouer sur ces deux phénomènes, l'oxygénation et aussi les contraintes et les lésions liées à la ventilation mécanique. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec le décubitus ventral. Donc ça a été mis en place par l'équipe italienne de Luciano Gattinoni. La première fois qu'ils retournent un patient, ils utilisent le scanner et ils se rendent compte que l'aération pulmonaire, là où il y avait de l'aération et là où il y avait de la pneumopathie, le lendemain matin, et quand ils racontent ça, ils étaient complètement énervés dans leur service parce qu'ils ne s'y attendaient pas forcément à avoir une telle modification de la zone d'aération. Donc la différence entre le poumon aéré et le poumon collabé. Et donc ça, effectivement, dans un premier effet, ça va être d'améliorer les rapports ventilation-perfusion, et je vais vous montrer pourquoi. Ce qu'on sait après, avec beaucoup d'études physiologiques, c'est qu'en fait la distribution de la ventilation, on le voit bien ici, va beaucoup migrer. Entre la fin du décubitus ventral, on voit qu'on a réaéré en postérieur, et donc on est mieux, plus homogène avant le décubitus ventral. Et on se rend compte aussi que du fait de l'organisation géométrique du poumon et de la distribution de la ventilation, de la perfusion, pardon, elle va peu se modifier pendant la séance de décubitus ventral. Et c'est pour ça que ça peut avoir un effet important sur la ventilation, sur les rapports ventilation-perfusion. On améliore la ventilation et on n'a pas forcément le gradient de perfusion qui se modifie. Donc moi j'aime beaucoup la tomographie par impédance électrique. Pourquoi? Parce qu'on est capable de voir au lit du malade, on a une coupe comme un scanner, on voit l'aération qui se met du patient et on fait 4 zones, devant, derrière, 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est la droite, ça c'est la gauche. Et puis ici on a donc 100% du volume courant, cette courbe ne sert à rien. Et là on va regarder par tranche, devant, 1, 2, 3, 4. Et on voit qu'avant de faire du décubitus ventral, il est 18 heures. Ce patient-là, il a cette courbe bleue ici en bas. Donc il n'y a que 7% d'aération en zone 4, 28 dans celle-là, 33 ici et 23 devant. Donc l'aération postérieure, elle est assez faible, c'est 28 plus 7. Et donc on va le mettre à plat ventre, et le lendemain matin à 10 heures, on revient, on avait enregistré, donc on peut comparer, et on voit qu'on a nettement amélioré l'aération postérieure. Donc là, on a 32 et 34 pour toute la zone. Si on coupe, on aime bien couper pour faire simple le poumon en deux. Et donc, on va dire la perte d'aération à la code en orange et le gain en bleu. Et effectivement, il faut dire qu'on l'a retourné. Le lendemain matin, on réaère dans le territoire antérieur, là où la perfusion s'est pas tant modifiée que ça, donc dans le territoire postérieur, pardon, et donc on améliore ou pas les rapports ventilation-perfusion. Alors, qu'est-ce que c'est les contraintes? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est à plat ventre, il y a moins le poids du médiastin qui appuie sur le poumon, il y a moins la pression abdominale qui est transmise, et il y a moins de collapsus lié à la paroi thoracique. L'élastance de la paroi thoracique, qui est l'inverse de la compliance. Comme vous mettez à plat ventre, vous appuyez sur la cage thoracique devant, et la partie antérieure devient le rachis, la colonne vertébrale, qui est plus rigide. Donc vous attendez à ce que ça soit plus rigide, donc que l'élastance de la paroi thoracique augmente, donc que la compliance baisse.
Et donc, nous, ce qui nous intéresse à la décubitus ventrale pour ces contraintes, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de gravité et qu'on prend le poumon isolé, la distribution de la ventilation, les petits ronds bleus, c'est partout pareil. Si on commence à mettre dans une cage thoracique sans gravité, on a une distribution qui est plus homogène, enfin qui est moins homogène, on va dire plutôt. Et puis si en plus on rajoute la gravité, c'est encore moins homogène avec plus de surdistension devant que derrière. Et là, on peut coder aussi ce que je vous ai mis là, le débit sanguin, qui est donc ça perfuse forcément mieux avec la gravité en postérieur qu'en antérieur. Quand on commence le décubitus ventral, on part de cette situation, et puis avec le temps, petit à petit, l'aération va migrer, et donc on va réussir à obtenir quelque chose qui est plus homogène à la fin de la séance, avec une perfusion, vous voyez, qui s'est peu modifiée, et c'est en ça qu'on peut améliorer les rapports ventilation-perfusion, mais surtout on est plus homogène, on a moins de contraintes, et on va améliorer le risque de lésions liées à la ventilation mécanique. Si on regarde en physiopathologie pure, donc toujours pareil, on compare à plat dos et à plat ventre, avec cette organisation triangulaire qui fait qu'on modifie la ventilation plus qu'on ne modifie la perfusion. Sur l'échange gazeux, ici, c'était une étude où ils allaient regarder la mécanique et les échanges. On améliore la PCO2, la PO2, même la PVO2, le pH, enfin tous les marqueurs qui montrent que l'aération pulmonaire s'améliore, donc les rapports ventilation-perfusion s'améliorent. Si on enregistre la pression œsophagienne pour essayer d'avoir une idée sur les contraintes, alors les deux contraintes qu'on va regarder avec ça, c'est soit ce qu'on appelle le stress, c'est la pression transpulmonaire, donc on va regarder la différence entre ce qu'il y a dans l'alvéole et dans la plèvre, grâce à un ballonnet œsophagien, ou alors le strain, on va regarder le volume qu'on insuffle par rapport au volume pulmonaire qui est aéré, donc ce qu'on appelle end expiratory lung volume, c'est la CRF quand il n'y a pas de PEP, et la CRF plus le volume lié à la PEP quand il y a de la PEP. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la déformation, le strain. Donc c'est deux marqueurs qui vont diminuer. Et pourquoi? Parce que la première chose, c'est quand vous avez mis à plat ventre, l'élastance, vous voyez, a augmenté chez vos patients, et donc vous allez réduire la souplesse de la cage thoracique, et donc vous allez appuyer sur les territoires qui, quand vous étiez à plat dos, étaient antérieurs. On va se poser une première question sur la contrainte, qui est que si on considère que l'élastance du poumon, de la cage thoracique a augmenté, donc que la cage thoracique est moins souple, si vous voyez et qu'on n'a pas changé le volume courant et qu'on n'a pas changé la PEP, il suffit de regarder la pression de plateau pour savoir si vous avez amélioré l'aération et la mécanique respiratoire du patient. Si elle diminue, ça veut bien dire qu'il y a plus de volume pour la même pression dans le poumon. Et donc ça, c'est intéressant. Et pour la contrainte, le fait de mettre à plat ventre, donc ça c'était la thèse de Nicolas, un interne l'année dernière, on avait regardé, ici vous testez la PEP 20, 17, 14, 12, et la tomographie, ça va vous coder ici la surdistension en orange. Et donc on voit qu'à 20 PEP, vous avez 56% du poumon qui est surdistendu partout, donc ça c'est clairement pas bon. Et il a fait cette mesure juste avant de retourner le patient. On retourne le patient, et on est juste après l'avoir retourné, dès qu'on a accès, on refait la même titration de PEP. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le décubitus ventral, il va pour le même niveau de PEP passer de 48% de surdistension à 27%. Et donc c'est tous ces patients-là qui avaient une franche diminution de la surdistension. Rien que le fait de mettre à plat ventre, ça vous diminue beaucoup la distension qui est péjorative. Elle est péjorative quand vous êtes en ventilation spontanée, on vous a montré tout à l'heure. Elle est péjorative aussi quand vous êtes en apnée et que votre ventilateur avec vos réglages. Donc plus vous avez un risque de surdistension lié à la PEP, on voit ici, plus le fait d'être en décubitus ventral va réduire ce risque. Et ça, c'est vraiment la partie contrainte qui est indépendante, enfin pas forcément dépendante, des échanges gazeux. On peut avoir un patient qu'on met à plat ventre, une PO2 qui ne bouge pas beaucoup, mais voir ça en tomographie, et donc ça, c'est ça qu'on va chercher et qu'on veut. Donc on veut améliorer les contraintes. Sur l'hémodynamique, si on améliore la PO2, qu'on diminue la PCO2, qu'on a une meilleure pression alvéolaire en oxygène, on peut diminuer la vasoconstriction pulmonaire hypoxémique, on peut améliorer une insuffisance cardiaque droite avec le décubitus ventral. Je vous invite à lire ce papier qui était fait par Antoine Vierbaron et Antonio Pessanti. Toujours avec l'idée que les capillaires extra-alvéolaires, donc il y en a qui sont dans la paroi, qui sont écrasés par la ventilation, puis d'autres qui sont extra-alvéolaires, et donc ça fait toujours une courbe en U, les résistances vasculaires pulmonaires, sous ventilation mécanique, et donc le fait de mettre à plat ventre et de ces contraintes qu'on diminue, ça peut améliorer la circulation pulmonaire. Enfin, la mortalité, on nous a appris ça, l'étude Proceva, quand on met les patients à plat ventre, la mortalité diminue, et ça, la seule raison de dire on arrête de faire du décubitus ventral dans cette étude, c'est si on a une diminution de 20% de l'oxygénation. C'est ça en fait qu'on attend. C'est-à-dire que si vous avez l'oxygénation qui baisse de 20%, là vous avez le droit de faire qu'une séance. Sinon, il faut continuer. Et c'est quoi vos critères de sevrage? C'est le moment où vous serez arrivé à avoir 150 de P sur F avec 10 de PEP et 60% des FiO2.
Donc souvent, nous appelait pour des équipements, on a fait une séance, il n'a pas augmenté sa PO2 de 20%, donc on a arrêté. Et donc ça, c'est un message que je veux vraiment faire passer, que c'est pas comme ça que ça a été conçu. L'idée, c'est de faire des décubitus ventrales pour améliorer la ventilation alvéolaire éventuellement, pour pouvoir diminuer la FiO2 et la PEP par ces phénomènes de migration. Et donc voilà, il ne faut pas confondre les critères de sevrage et les critères d'échec. Et donc c'est ça qu'il y avait dans l'étude Proceva. Quand on regarde après si le bénéfice en survie est lié à la mortalité, ce que j'avais mis dans les QCM, mais vous voyez que dans l'étude Proceva, il n'y a pas de lien entre survie ou pas par rapport à l'oxygénation. Donc ce n'est pas qu'une histoire d'oxygénation. C'est très probablement en grande partie lié au fait que vous allez diminuer les ions de ventilation mécanique en diminuant ces contraintes, que vous allez améliorer la survie. Et donc c'est pour ça que d'avoir un rapport PO2 sur E2 qui ne bouge pas ou qui baisse un tout petit peu, il ne faut pas arrêter le décubitus ventral tant que vous n'avez pas ces prérequis, parce que vous pouvez encore améliorer la mortalité. Luciano Gattinoni, lui, il avait montré que la PCO2 qui baisse pouvait être associée à la survie. Et donc la PCO2 qui baisse, c'était juste, donc il regardait juste à J1, et c'était parce que quand il me disait ça, moi ça me paraissait toujours, c'est 1 mm de mercure, vous voyez ici, une toute petite baisse de CO2 quand vous mettez à plat ventre est associée, donc c'était une cohorte qui était moins de 100 patients, alors que là il y en a beaucoup plus. Donc les gaz du sang, ça ne doit pas être un argument pour dire il est répondeur ou pas répondeur, je pense. Enfin, pour finir, ce qu'on cherche à faire, c'est à la fin d'avoir un maintien de cette aération postérieure. Donc là, vous avez le scanner fait l'après-midi, entre la première et la dernière séance. Ce qu'on veut aussi, c'est au bout d'un moment que l'aération qu'on a gagnée en DV, il arrête de la perdre pendant la journée. Donc ça, nous, on avait regardé à Bordeaux. Donc vous voyez ici, il a gagné 64% d'aération, mais à chaque fois qu'on le remet à plat dos, ça rebaissait. Donc on a toujours une chute de l'aération postérieure quand on vous remet à plat dos, mais avec le temps, elle va être de moins en moins importante, et c'est ce qu'on avait montré dans ce travail. Et donc, on a une stabilisation de l'aération postérieure. Et cette stabilisation, elle se voit dans les 2 premières heures. Donc, en gros, quand on fait, par exemple, avec la tomographie, on peut voir en 2 heures, ou en échographie, si on regarde l'aération postérieure, ce qui se passe. Et le dernier point, et on va finir avec ça, il faut absolument essayer d'aller, quand vous faites du DV, que vous arrêtez le DV, vers de la ventilation spontanée derrière. Et ça, c'est pour vous montrer en tomographie, quand on met un patient en aide, ici, il n'avait pas d'aide 6% en postérieur, on le passe en aide après avoir fait son DV parce qu'on a coupé la sédation, et on obtient une aération postérieure qui augmente très fortement. On a toujours ce gain qu'on avait comme pour le DV, ce gain d'aération ici, et finalement c'est le même que le décubitus ventral. Et donc si vous avez un patient, vous arrêtez le DV, puis il reste en vac à plat dos, en attendant d'être remis en VS pendant 3 jours parce qu'il a été trop sédaté, etc., là vous n'aurez pas vos bénéfices. Donc il faut vraiment avoir une stratégie pour passer du décubitus ventral à la ventilation spontanée pour garder cette aération postérieure. Donc voilà les points fondamentaux, je pense, pour le DV. C'est qu'ils ne sont pas tous répondeurs en termes d'amélioration d'échange gazeux, mais c'est important de se dire qu'on l'utilise pour diminuer la surdistension, que ça peut améliorer la fonction cardiaque droite. Il ne faut pas forcément les sédater lourdement et avec des curares quand vous les mettez à plat ventre. Alors est-ce qu'on fait de la VS à plat ventre? Ça c'est compliqué, je pense, mais on est loin de ça la plupart du temps. Vous avez la moitié d'entre vous mettre des curares pour les séances de DV. Donc il faut en mettre si on voit qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a trop d'acidose, parce que le patient il déclenche son ventilateur, il est un peu anarchique quand il est à plat ventre. Mais ce n'est pas systématique. Et probablement qu'on ne le met que chez les patients qui ont moins de 150, quand on le propose dans les algorithmes en France pour ça, et qu'il y aura aussi un bénéfice pour des moins graves, et en tout cas à des phases précoces, pas forcément d'attendre qu'il soit le plus grave pour lui proposer du décubitus ventral. Voilà, on discutera de tout ça ensemble tout à l'heure.